Si jamais vous avez besoin de produire, de créer vos plans d'entraînement par vous-même, avoir ces bases-là, que vous ne fassiez pas de bêtises, que vous ne vous blessiez pas, que vous progressiez. Donc voilà, on va essayer d'apporter quelques petites bases pour au moins que vous ayez ces connaissances théoriques et que vous ne fassiez pas d'erreurs dans vos entraînements à vous. Je vais essayer de présenter. Alors, peut-être que je vous redemanderai de me dire si ça marche, parce que, encore une fois, je ne suis pas très, très fort. Tac. OK. Normalement, j'ai fait un partage. De nouveau, si vous pouvez juste me dire si ça a marché. On est bon? C'est bon? OK. Alors, je vais vous faire un petit cours que j'ai donné à des étudiants en master de physiologie. Donc, c'est un cours qui s'est adressé à des bac plus 5 en sciences. Donc, on va essayer de vulgariser aujourd'hui. Il y aura certaines notions que je ne vais pas aborder parce qu'on est sur des choses assez complexes. Donc, on va essayer vraiment de vulgariser aujourd'hui les sciences du sport. Mais voilà, j'essaie juste avant ça de vous avoir en même temps que je vois ma présentation. Je ne sais pas si c'est possible, parce que sinon, en tout cas, si jamais je ne vois pas vos réactions, parce que je ne vois pas tout le monde en réalité, je ne vois personne quand je lance le partage, n'hésitez pas à envoyer sur WhatsApp, je reste à l'affût. Voilà, on va commencer. Alors, n'hésitez pas aussi à ouvrir le micro, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler donc des bases de la planification de l'entraînement. Et on va essayer de savoir donc qu'est-ce qui est nécessaire de connaître pour réaliser une planification d'entraînement qui soit pertinente. Tac. Donc, on va aborder tout d'abord les fondamentaux de l'entraînement. Quelles sont vraiment les bases pour pouvoir s'entraîner efficacement sans qu'il y ait de soucis, sans risquer de se blesser. Puis, on verra les fondamentaux de la récupération. Et après, on verra plus spécifiquement comment planifier l'entraînement dans les disciplines d'endurance. Il y a certains points que je ne vais pas aborder aujourd'hui car ça s'appliquait vraiment à un cours de Master 2. Voilà. Juste, je vais vous demander je vais demander à Guillaume si c'est possible que j'ai vos têtes en même temps. J'avoue que ça me perturbe. Qu'est-ce que tu veux faire précisément? Ok. Bah, déjà, quand tu me parles, j'aimerais bien voir ta tête. Et là, je vois que mon écran. Ah, mais il y en a qui sont au travail encore. Ok. Mais là, juste Mais, mon visu, c'est 100% mon diapo. mais t'as qu'un écran sur ton PC à l'heure actuelle? Ah, c'est vachement intelligent. Si Ok, t'as c'est bon. screen, T'es un génie, mec. Ok. Et du coup, vous, là, vous voyez pas que 50% de l'écran? non. Ok, trop bien. Bon, bah du coup, voilà, on va voir quels sont les fondamentaux. Merci beaucoup, Guillaume, tu me sauves. Quels sont les fondamentaux de l'entraînement? Quels sont les fondamentaux? Quelles sont les bases de l'entraînement? Qu'est-ce que l'on ne doit pas négliger si on veut vraiment progresser, ne pas se blesser? Donc, ça, c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez YLM Sport sur Instagram. Salut Tariq. Je peux pouvoir dire salut à tout le monde, mais salut Tariq. YLM Sport sur Instagram fait des super infographies. On est sur une page de vulgarisation scientifique en sciences du sport et on est sur quelque chose de vraiment assez génial puisque c'est un chercheur qui a travaillé, enfin c'est un chercheur à l'INSEP qui aujourd'hui travaille avec des pôles de haut niveau de plusieurs équipes de France. Donc vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance. YLM Sport donc sur Instagram et du coup cette pyramide, je trouve qu'elle est assez intéressante puisque vraiment ça vient nous montrer quelles sont les bases, les fondamentaux de la récupération. Si vous voulez récupérer de manière optimale, tout ce qui est pistolet de massage, compression, lever les jambes contre le mur, botte, pressiothérapie, on est sur des choses vraiment secondaires. On est sur des 1% peut-être même pas. Il y en a certaines études, on le verra par la suite, qui montrent que ça a plutôt un effet placebo. Le placebo, ça marche, hein, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose de fondamental. On n'est pas sur quelque chose qui a une véracité scientifique. On est sur quelque chose de vraiment mineur, peut-être un marginal gains, mais en tout cas, sur ce qui est vraiment fondamental, ce que vous ne devez pas transiger, c'est sur votre sommeil, qualité, quantité de sommeil, votre nutrition
et votre hydratation. Ça, c'est votre base de votre pyramide. C'est les points sur lesquels vous devez être intransigeant. Si vous faites une grosse séance le lundi avec moi et que le soir, vous faites la bringue et que vous ne dormez pas de la nuit ou que vous ne mangez pas du tout, c'est clair que le lendemain, vous n'aurez pas progressé. Par contre, si vous faites une grosse séance avec moi le lundi, que vous dormez bien, que vous mangez bien, peut-être que 2 ou 3 jours après, vous allez avoir cette surcompensation qu'on va aborder par la suite. En tout cas, nutrition, sommeil, hydratation, c'est vraiment les aspects et les pôles qui sont vraiment fondamentaux. Pour ce qui est en haut, compression, massage, chambre, cryothérapie, etc. et pistolet de massage, etc. On est sur vraiment des micro-détails. Si vous vous appliquez sur ça, mais que vous ne vous appliquez pas sur la base de votre pyramide, ça ne servira à rien. Donc, sommeil, nutrition, hydratation, la base. Ça, c'est un point qui est vraiment c'est fondamental, mais il faut vraiment que vous le connaissiez parce que c'est vraiment la chose la plus importante. Il y en a beaucoup qui dépensent des milliers de cents sur des chaussettes de compression ou quoi que ce soit. Si vous ne vous appliquez pas sur votre nutrition et votre hydratation, ça ne sert à rien en vrai. Donc, là, vous le connaissez, Kilian Jornet, peut-être le meilleur trailer de tous les temps, alpiniste également, sportif exceptionnel, qui renforce cet aspect-là et qui nous dit dans une interview pour Outside que sommeil, nutrition, diminuer le stress aussi, c'est important, j'ai oublié de l'aborder, c'est 99,9% de la récupération. Tout le reste, on est sur du 0,0001%. Donc vraiment, la base, nutrition, hydratation, sommeil. N'hésitez pas, parce que là, je débite bien, mais si vous avez des questions, on a du temps. Hein. Ou alors, vous pouvez les poser à la fin, on pourra aussi consacrer et allouer du temps pour répondre à vos questions. En tout cas, voilà, vous connaissez les bases. Même à haut niveau, ce n'est pas respecté. Donc là, c'était des petites images de footballeurs parce que ça peut vous parler, mais j'ai côtoyé un petit peu le haut niveau à l'INSEP l'an passé et je peux vous dire que même des athlètes qui préparent les Jeux Olympiques, peuvent être vraiment négligents envers ces bases-là. Donc, essayez vraiment d'être vigilant parce que qui dit mauvaise hygiène de vie, quand on a en plus comme nous, qu'on s'entraîne, mais qu'on a aussi un travail à côté, une vie de famille à côté, une charge physique et mentale conséquente, si on n'est pas intransigeant avec la base qui est sommeil, hydratation, alimentation, vous allez accroître votre blessure. L'objectif, c'est pas que vous viviez pour le sport. C'est important d'avoir ces moments de détente. C'est important aussi d'avoir cet équilibre de vie. Néanmoins, si vous accordez de l'importance à votre performance, il va falloir à un moment être assez exigeant envers ses fondamentaux. Donc, les fondamentaux de l'entraînement, j'en ai abordé certains, mais pour être performant, il y a aussi bien sûr une part de psychologique, tout ce qui va être lié à la motivation, à la résilience. Si vous commencez à rentrer dans une spirale négative, si vous rencontrez un échec en compétition, il va falloir vite se dire que c'est pas grave, l'échec fait partie du processus, ne pas se morfondre sur un échec, essayer vraiment de rebondir directement. L'échec fait partie du processus, fait partie de la progression. Vous pouvez en tirer énormément d'un échec, essayer de vous poser les bonnes questions. Donc voilà, résilience, motivation, c'est aussi bien sûr les bases d'un athlète qui est performant. Et après, il y a tout ce qui est aussi relations sociales, relations humaines. Ne vous isolez pas, essayez de garder un lien social. Athlète-coach relationship, relation avec l'entraîneur de qualité. Vous êtes bien servi au NST parce que le lundi, vous avez un entraîneur de renom. Mais en tout cas, voilà, essayez d'avoir toujours du lien social, toujours une bonne relation avec votre entourage, avec vos partenaires d'entraînement, avec vos athlètes, avec vos entraîneurs, excusez-moi. Voilà, ça c'est important aussi. Être bien dans sa tête, c'est souvent aussi être bien en compétition. Donc voilà, ça c'est j'ai demandé à Simon Valverde qui est au club, qui est un super gars et qui en plus de ça est chercheur à l'INSEP sur les risques psychosociaux, qui m'a envoyé cette infographie. Donc là, juste pour vous dire, c'est que les risques psychosociaux, ils sont vraiment présents dans nos disciplines parce qu'on s'entraîne beaucoup. Parce que souvent, qui dit s'entraîner beaucoup dit faire des sacrifices sur souvent ces relations sociales, s'isoler, de la fatigue générée par l'entraînement, de la pression des fois de la compétition qu'on devrait être amené à diminuer parce qu'on n'est pas des athlètes professionnels. Si on n'est pas performant, ça ne va pas drastiquement changer nos vies. Mais en tout cas, voilà,
la pression, la fatigue, l'isolement peuvent générer des risques psychosociaux. Et un athlète qui est mal dans sa tête, c'est rarement un athlète qui est performant. Tac. Ok, excusez-moi, je vais mettre en plein écran. Tac. Parce qu'en fait, Tarek, je ne voyais plus vos visages, mais c'est pas grave, je suis en plein écran. Du coup, pour ce qui est. Bon, ça s'adressait vraiment à. Tu peux enlever l'onglet commentaires, s'il te plaît. Comment? Enlève l'onglet commentaires, s'il te plaît. Ça réduit la taille de l'écran, on ne voit plus les slides. Là, excuse-moi. Là, c'est bon? Oui. Ok, nickel. Ouais, merci, pardon. Ouais, c'était ça ma question. Non, Tarek, t'as bien fait. On ne voyait pas. T'as bien fait, mec. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, vraiment, il n'y a aucun souci. Donc ça s'adressait plutôt à mes étudiants M2. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer vraiment sur la base de l'entraînement. On a abordé la base de la récupération. Vraiment, on va maintenant aborder les bases de l'entraînement. Pour ce qui est de la base de l'entraînement, vous le savez. Donc là, on est encore sur une pyramide. Moi, c'est vraiment un de mes auteurs préférés, Stephen Seiler. C'est un chercheur norvégien qui est vraiment excellent dans son domaine et qui s'intéresse au sport d'endurance et qui, un peu à l'image, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow dans les théories de psychologie, là, il fait un peu un parallèle avec ça sur quels sont les fondamentaux donc, de l'entraînement. Et quels sont les fondamentaux de l'entraînement? Les fondamentaux de l'entraînement, c'est la fréquence d'entraînement, le volume d'entraînement, l'intensité de l'entraînement. Tout ce qui va être au-dessus, comme pour la pyramide de la récupération, je ne dis pas que ce n'est pas important. Je dis juste que si vous négligez les bases de votre pyramide, bah, au final, s'intéresser à faire de l'entraînement en chaleur, de l'entraînement en altitude, du tempo course, etc., si vous regardez votre haut de la pyramide, que vous respectez le haut de la pyramide, mais que vous ne respectez pas les bases, vous irez nulle part. Donc, la base, c'est fréquence d'entraînement, volume d'entraînement, intensité de l'entraînement. Je vais un petit peu nuancer. Fréquence de l'entraînement, vous connaissez, c'est combien de fois je vais m'entraîner dans ma semaine. Combien de fois je vais m'entraîner dans ma semaine, ça implique de s'entraîner beaucoup pour progresser. Mais je vais nuancer par la suite, vous allez voir. Volume d'entraînement, c'est de la quantité d'entraînement en termes horaires que je vais allouer pendant ma semaine. Et l'intensité, c'est vraiment mettre des stimulus à haute intensité, venir faire de la VMA, venir faire du seuil. Donc ça, c'est ce qui va vous faire progresser. Mais attention, vous ne progressez pas. Si demain, vous passez de 2h à 20h l'entraînement et vous allez faire que de la haute intensité, le seul endroit où on va vous voir, c'est à l'hôpital parce qu'en réalité, la base de l'entraînement, c'est d'être progressif. Si vous vous entraînez 2 heures par semaine, vous ne pouvez pas passer de 2h à 20h la semaine d'après. Vous devez voir l'entraînement comme des processus qui sont progressifs. Je m'entraîne 2 heures dans ma semaine. La semaine prochaine, je peux m'entraîner 3 heures. Je ne peux pas m'entraîner 10 heures. Donc voilà, fréquence d'entraînement et volume d'entraînement, c'est important, mais à condition et uniquement à condition d'y aller progressivement et uniquement à condition aussi d'accorder suffisamment de récupération à son corps. Si vous vous entraînez extrêmement fréquemment, mais que vous n'aviez pas l'habitude au préalable de le faire comme ça, vous n'allez pas récupérer. Votre corps ne sera pas habitué. Le lendemain, vous allez vous entraîner sur de la fatigue qui va s'accroître vu que vous allez vous entraîner par-dessus jusqu'au moment où vous allez vous péter. Vraiment, le processus est assez long. La règle des 10% de charge en plus par semaine, on va en reparler si tu veux. Haute intensité, pareil, la haute intensité fait progresser, mais à condition si et seulement si que vous intégriez de la basse intensité aussi. L'endurance fondamentale, c'est-à-dire les courses à basse intensité, les sorties vélo à basse intensité, permettent de récupérer et de créer des adaptations indispensables pour assimiler la haute intensité. Si vous ne faites que de la haute intensité, vous allez vous blesser. Si vous ne faites que de la basse intensité, vous n'allez pas progresser. Il faut mixer ces entraînements, mais il faut que vous allouez toujours de l'entraînement à basse intensité. C'est absolument fondamental. Progressivité, mettre des basses d'intensités dans sa semaine, c'est nécessaire. Et une fois que vous avez compris ça, fréquence, volume et haute intensité. Pour ce qui est de la règle des 10% d'incrémentation par semaine, c'est une règle pour ceux qui n'en ont jamais parlé. Je m'entraîne 10 heures dans ma semaine. La semaine prochaine, je vais m'entraîner 11 heures d'entraînement. Ça marche assez bien. C'est, je pense, un très bon indicateur. Néanmoins, c'est occulter d'autres paramètres qui sont
ma charge physique extérieure. Cette semaine-là, j'étais en vacances, j'ai pu me reposer 100% du temps, à part quand je m'entraînais. La semaine prochaine, je reprends le travail, je fais du 8h, 18h, je me mets mon réveil à 6h, j'ai 1 heure dans les transports le matin, 1 heure dans les transports de soir. Et ben, au final, c'est quand même une charge physique et psychologique importante qui n'est pas à négliger. Si vous êtes dans une condition random que à côté, votre vie est assez similaire d'une semaine à l'autre, oui, le 10% marche assez bien. Tac. Bon, là, comme je vous l'ai expliqué, fréquence, volume, intensité. Fréquence, volume, intensité, c'est vos bases, uniquement à condition d'être progressif. Voilà, fréquence, c'est mettre des contraintes régulières. En fait, un corps qui s'adapte et un corps qui progresse, c'est un corps à qui on a un corps qu'on a soumis à un stress. C'est comme dans vos cours de biologie. Les êtres vivants ont évolué au fur et à mesure des générations car ils ont été soumis à un stress et que les êtres vivants les plus adaptés ont survécu. Bah, c'est pareil. Si vous voulez survivre à vos entraînements, il va falloir mettre une contrainte, il va falloir générer un stress, un stimuli et le corps va s'adapter en conséquence. Volume, c'est s'entraîner avec beaucoup d'heures d'entraînement. Et l'intensité, voilà, vous pouvez la réfléchir de différentes manières en fonction de vos allures, en fonction de votre fréquence cardiaque, etc. Mais bref, ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est d'être progressif dans votre entraînement. Voilà, donc comment marche alors le phénomène de surcompensation, j'ai eu plusieurs questions là-dessus le lundi. Juste pour vous faire un tout petit point théorique là-dessus, c'est je me mets une séance d'entraînement dans la gueule, je baisse après cette séance d'entraînement mes capacités. Vous êtes bien conscient que directement après une séance, vous serez moins performant que ce que vous auriez été au début de la séance. Tout simplement, vous êtes fatigué, vous avez des dommages musculaires, énergétiquement, bah, vous avez consommé de l'énergie, bref, il y a de la fatigue. Donc, vous baissez votre capacité fonctionnelle, vous baissez un temps de manière aiguë, vous baissez vos compétences. Néanmoins, si vous accordez suffisamment de récupération à votre corps, vous allez avoir ce qu'on appelle un phénomène surcompensatoire, c'est-à-dire une amélioration des capacités physiques. Mais vous voyez avec ces courbes-là que cette surcompensation, cette amélioration, elle n'est possible que si j'ai accordé suffisamment de repos à mon corps. Si je suis en bas de ma courbe, c'est-à-dire le lendemain d'une VMA et que je me remets un entraînement intense, et bah, ma courbe, elle va encore baisser. Elle va continuer de baisser en réalité. Elle ne va pas réaugmenter. Donc, si vous voulez progresser, il faut qu'il y ait une récupération adaptée à l'entraînement. Ce qu'il faut aussi comprendre avec cette courbe qui est assez parlante, c'est que plus je m'entraîne intensément ou plus je m'entraîne avec un gros volume, plus mes capacités à court terme vont diminuer. Mais aussi, plus donc la récupération va devoir être longue. Mais c'est à double tranchant. Je me mets à un entraînement très, 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 très intense, je récupère suffisamment, et ben, ça me permet aussi d'avoir une surcompensation supérieure. Donc, la question, est-ce que l'endurance fondamentale est mieux que la VMA? Je vais vous dire, si vous voulez recourir le lendemain, un lendemain VMA, vous n'aurez pas récupéré suffisamment. Donc, vous allez vous retrouver encore en bas de votre courbe. Par contre, si vous pouvez vous permettre d'accorder suffisamment de repos à votre corps, là, vous pouvez être sûr qu'après une séance intense, un seuil ou une VMA, si votre récupération est adaptée, vous aurez une grosse surcompensation. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à m'interroger là-dessus. Ça, c'est quand même une notion assez importante. Je passe. Comment tu sais le temps de récupération nécessaire en fonction de l'intensité de l'effort? Alors là, c'est une super bonne question, François. Déjà, c'est vachement individuel. Je ne peux pas vous dire, François, il te faut 3 heures, quand Guillaume, il te faut 1 semaine. C'est possible, mais c'est vachement individuel en fait. Il faut comprendre que c'est vachement individuel et je ne peux pas vous donner une règle absolue. Néanmoins, quels indicateurs me font comprendre ça? Déjà, indicateur subjectif, moi, le lendemain matin, comment je me sens au réveil? Est-ce que je suis courbaturé? Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que je me sens fatigué? Très bon indicateur. La couleur de vos urines, très bon indicateur. Vos urines sont jaunes foncées,
n'y allez pas. N'allez pas vous remettre à l'entraînement intense. Vous êtes déshydraté. Le mieux à faire, c'est de vous reposer, de boire de l'eau toute la journée. Indicateur important. Fréquence cardiaque. Votre fréquence cardiaque au repos, tous les jours, c'est 40. Le lendemain, c'est 60. Mauvais signe. Donc voilà, il y a des indicateurs objectifs. Fréquence cardiaque, variabilité de la fréquence cardiaque, encore mieux. Je pourrais l'expliquer par la suite. Couleur de vos urines, mais le mieux, ça reste votre ressenti. Est-ce que vous vous sentez suffisamment récupéré? Est-ce que vous n'avez pas mal? Ça, c'est le meilleur indicateur. Mais par contre, ce n'est pas dramatique. Hein. Si jamais vous êtes… souvent, nous, les triathlètes, si on s'entraîne en bi-quotidien, la séance du soir, on est plus fatigué que la séance du matin. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas récupéré un jour. À un moment, adhésion NST participe à l'appel. OK. À un moment, vous allez pouvoir récupérer d'un coup de plusieurs séances et vous pourrez avoir cette surcompensation. Juste, n'enchaînez pas 10 entraînements trop intenses d'affilée avec une récupération inadaptée. Vous allez faire que baisser la courbe. Il n'y aura pas de surcompensation. Vous allez finir soit en surentraînement, soit avec une blessure. Donc, de nouveau, un petit principe de surcompensation. On va faire bref parce que là, on est vraiment sur de l'aspect physio. On va dire que pour faire simple, les entraînements, les séances très, très intenses que l'on va appeler anaérobie, par exemple, réaliser un sprint, c'est ce qu'on appelle un effort anaérobie. Ces efforts-là génèrent une petite fatigue et du coup, une récupération assez courte. Mais par contre, la surcompensation, elle est assez faible. Par contre, une grosse séance d'aérobie, par exemple, le dimanche, si vous faites une sortie vélo à basse intensité, mais de 4 heures, là, vous allez baisser drastiquement votre condition physique et du coup, il faudra une récupération plus importante. Mais récupération plus importante, si elle est réalisée, impliquera aussi une plus grosse surcompensation. Voilà. Donc, juste là, ce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre pour l'instant, c'est que une progression, ce n'est pas qu'un entraînement, c'est aussi une récupération adaptée. Pour refaire un point sur ceux qui n'étaient pas là en début du visio, ne négligez pas hydratation, sommeil, alimentation. Soyez progressif et accordez suffisamment de récupération à votre corps, surtout si l'entraînement a été intense. Ok, donc là, je vous explique rapidement ce qui se passe si vous n'accordez pas d'importance aux bases de la pyramide qu'on a abordée tout à l'heure. Si vous vous nourrissez mal, là, je vais refaire un point nutrition. Je sais que ça vous saoule, mais tous les lundis, j'en parle. Tous les lundis, je vous demande de ramener de la nutrition. Tous les lundis, ça me rit au nez. C'est pas grave, c'est votre problème, vous allez vous blesser. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ça. C'est que si vous arrivez avec un entraînement très intense, que vous ne vous nourrissez pas après l'entraînement très intense va baisser vos stocks énergétiques. Les stocks énergétiques, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans mon corps, que ce soit des lipides, que ce soit des glucides, que ce soit d'autres choses, les phosphocréatines, l'ATP, etc. C'est ce qu'il y a dans votre corps pour produire de l'énergie. Vos muscles, ils ne fonctionnent pas tout seuls, en fait. Vous êtes une voiture. Vous êtes une voiture. Dans ma voiture, j'ai beau avoir une Ferrari. Si je ne mets pas de carburant, la Ferrari, elle n'avance pas. C'est pareil pour vous. Vous pouvez avoir des muscles hyper développés. Si vous ne mettez pas d'énergie dans vos muscles n'avanceront pas. Vous avez beau faire de la gonflette, vous allez beau aller en salle de musculation, à mon avis, vous n'allez pas aller rouler 5 heures le lendemain. Si vous voulez être performant, il faut que vous ayez une nutrition adaptée. Parce que la nutrition, c'est ce qui permet d'avoir de l'énergie pour pouvoir faire avancer vos muscles. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je fais un effort physique. Je cours, on est lundi, la séance elle dure 1h30, il y a du seuil, c'est intense. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps? Vous allez dégrader et décharger tous vos stocks d'énergie. C'est-à-dire que vos stocks de glycogène, c'est-à-dire le sucre, on vulgarise ça comme le sucre qui est présent dans votre corps, qui permet de fournir de l'énergie à vos muscles, tous les stocks auront été vidés. Vous n'aurez plus rien. Si vous vous dites « Ah bah ouais, mais moi, j'ai pas envie de manger, j'ai envie de perdre du poids », très mauvaise idée, parce que vous allez avoir vos stocks vidés, vous n'allez pas vous nourrir, vous aurez vos stocks encore complètement vidés, et le lendemain, vous n'aurez plus d'énergie parce que vous n'avez plus de carburant dans votre voiture. C'est pareil. Donc, sans nutrition en glucides, les stocks glycogéniques après la séance restent bas, vous n'aurez pas d'énergie pour votre prochain effort. Sans nutrition protéique, si vous ne prenez pas de protéines le soir, et bien là, c'est des muscles qui se régénèrent mal. Vous allez créer des micro-lésions musculaires pendant votre entraînement. C'est ça les courbatures. C'est j'ai mis mon muscle sous une contrainte, il y a des petites lésions musculaires.
pour l'instant, au stade de courbature, ce n'est pas grave. Sauf que si vous ne vous alimentez pas avec des protéines le soir, eh ben, en fait, ces lésions, elles ne vont pas pouvoir se régénérer. La courbature va durer. Vous allez faire du sport par-dessus. La micro-lésion va devenir une grande lésion. Les glucides, il faut refaire les pleins. Les protéines, il faut refaire les muscles. L'hydratation, bon, ça, c'est la base. Si vous ne buvez pas, vous mourrez. Et après, le reste, le sommeil, je vous ai déjà expliqué ces bases-là. Donc, nutrition, hydratation, sommeil, c'est hyper important si vous voulez vraiment récupérer complètement. Tac. Du coup, ça, j'avais dit quoi ici? Ah bah oui, c'est ça. Ça, c'était je suis un Instagrammeur. C'était une story à la con que j'avais mis un soir de la veille d'un Ironman, juste pour vous dire qu'en fait, sur une épreuve, plus l'épreuve elle est longue, plus vous devez accorder de l'importance à la nutrition. Sur une épreuve de 1 heure et moins, on va dire sur un 10K, un 5K et moins, la nutrition n'est pas fondamentale. Vous avez déjà ces stocks énergétiques présents chez vous. Par contre, si vous rentrez dans un effort supérieur à 1 heure et demie, vos stocks ne sont pas suffisants, ou en tout cas, ce n'est pas optimal. Vous allez devoir accorder de l'importance à la nutrition que vous allez devoir faire pendant l'entraînement ou pendant la compétition. On se retrouve avec… ça, c'est un peu complexe pour vous, mais voilà, ça, c'est parlant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart d'entre nous, on est des athlètes d'endurance. Il y en a certains qui font du S, ça reste des athlètes d'endurance. C'est un effort de 1 heure. Il y en a qui font de l'Ironman, ça peut être un effort de 15 heures. On est tous des athlètes qui sont amenés à nous entraîner plus d'1 heure et demie à l'entraînement, plus d'1 heure et demie en compétition. Qu'est-ce qui se passe au bout de 90 minutes? Vous allez sur votre abscisse, vous regardez 90 minutes et vous voyez qu'à 75% d'intensité, 75% de VO2 max, on va dire sur un effort modérément difficile, vous n'avez plus aucun stock de glycogène. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais essayer d'aller lentement pour cette diapo parce que c'est important, mais c'est assez complexe à comprendre. Pour fournir de l'effort, pour fournir de l'énergie, lorsque vous faites un effort d'endurance, vous pouvez puiser dans vos lipides, vous pouvez puiser dans vos glucides, vous pouvez puiser dans vos protéines. Mais la protéolyse, dégrader des protéines pour fournir de l'énergie, ça veut dire dégrader du muscle. C'est mauvais signe. Si vous dégradez des lipides, la lipolyse, si vous dégradez des lipides pour produire de l'énergie, ça marche très bien, ça marche super bien même. Par contre, la capacité est faible, c'est-à-dire que vous ne produisez pas beaucoup d'énergie. Vous pouvez avancer, ça fournira de l'énergie à votre muscle, mais vous allez produire peu d'énergie. Vous n'allez pas pouvoir performer de manière optimale. Pour vraiment performer de manière optimale, le corps a besoin de glucides dans un effort d'endurance. Sauf que un effort à 75% d'intensité, on va dire, un effort à 75% d'intensité qui dure 90 minutes, si vous ne vous alimentez pas, vos stocks de glucides sont à 0. Donc, le corps, si vous ne vous alimentez pas, va devoir dégrader des lipides et des protéines. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas optimal. Votre performance va diminuer. Vous allez être ce qu'on appelle en hypoglycémie. Et je peux vous dire que la fin de la sortie vélo, elle va être compliquée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que pour tout effort de plus d'1 heure et demie, il est indispensable de consommer des glucides. Sinon, vous pouvez être persuadé, c'est évident, c'est physiologique, que votre performance va forcément décroître. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, ça c'est vraiment une partie importante. Tac. Sur un effort d'1 heure et demie type semi-marathon, quand se nourrir? Super bonne question. Pour un effort d'1 heure et demie type semi-marathon, il faut… Ouais, en fait, pendant 1 heure et demie, semi-marathon, on va dire qu'on est typiquement sur un effort qui peut être décrit par cette courbe-là. On est sur un effort à environ 75% de VO2 max. Du coup, si tu fais 1 heure et demie et moins, bon là c'est 1 heure et demie en réalité, des fois chez certaines personnes, on voit qu'au bout de… on a eu un cas à l'INSEP, au bout de 1h07, il y avait 0 glycogène, et on a des cas de type hyper entraîné qui peuvent tenir 2h30. 1 heure et demie, c'est plutôt une moyenne. Mais on va dire que sur un effort d'1 heure et demie, tu peux être quasiment sûr de faire 95% de ton semi-marathon sans avoir besoin de nutrition. Si tu fais plus d'1 heure et demie sur le semi-marathon, je te conseille de prendre un gel, je te conseille de prendre une pâte de fruits, un petit truc sucré. Mais on va dire que pour ceux qui font le semi-marathon en moins d'1h30, globalement, la nutrition, elle n'est pas fondamentale.
Dès qu'on se retrouve avec des allures un petit peu plus lentes et donc une durée un peu supérieure, là, la nutrition commence à devenir importante. Mais il ne faut pas dramatiser. Si tu fais 1h32, peut-être que tu n'as plus de glucides, mais dans les 2 dernières minutes de ton effort, tu vas serrer les dents, tu vas débrancher le cerveau et ça peut le faire. Ce n'est pas dramatique. Mais on va dire que pour tous les efforts de 1h30 et beaucoup plus, là, par contre, ça devient indispensable. Voilà. Il ne faut pas voir le truc de manière manichéenne, en fait. Genre, si vous faites 1h32 à votre semi-marathon, il ne faut pas se dire je vais être en hypoglycémie. Mais essayez de comprendre qu'à partir de semi-marathon et plus, là, la question de la nutrition se pose. Voilà, donc ça, c'est des articles scientifiques. Je vous ai mis les liens juste pour dire que les glucides, c'est important. En fait, que ce soit vos stocks de glycogène, c'est-à-dire qui sont présents dans vos muscles et dans votre foie directement, ou que ce soit la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, ça est très important pour performer, bref, consommer des glucides. Ok. Salut Paul. Salut Paul, merci d'être venu. Tac. Du coup, maintenant, on a vu que c'était important de consommer des glucides, mais dans quelle quantité les consommer? C'est bien beau de vous dire qu'il faut manger du sucre, mais est-ce qu'il faut que je mange un gel pendant ma sortie vélo de 5 heures ou est-ce qu'il faut que j'en mange 40? Vous allez voir que c'est plus proche de 40 que d'un. Du coup, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? On est sur quasiment… Il y a quelques années, on vous aurait dit que c'est des aberrations. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. C'est ce qui quasiment est universel au haut niveau dans les sports d'endurance. Infographie, encore une fois, d'une super page Instagram. Je vous amène à regarder ce qu'ils font. Mais voilà, coureur Victor Campenaerts qui gagne une étape du Tour de France l'an passé, on était sur du 132 grammes de glucides par heure. 132 grammes de glucides par heure, juste pour vous donner une idée, un gel, c'est environ 20 grammes de glucides. Donc vous imaginez, on est sur du environ 6 gels, un peu plus, mais bon, vu qu'il boit de la boisson ISO, on va dire qu'on est sur du 6 gels par heure. L'étape, elle dure peut-être 5 heures. On est peut-être sur du 30 gels bouffés pendant la sortie. Si vous faites de l'Ironman, vous faites le calcul, vous faites 9 heures pour Clément et Guillaume ou 16 heures pour certains d'entre vous. Vous faites 16 fois 6 par heure. Bah, vous allez comprendre qu'en fait, vous allez en dépenser de l'argent chez Morten. En fait. C'est triste, mais malheureusement, ça marche comme ça. Aujourd'hui, plus ton corps est capable d'assimiler des glucides, souvent plus tu es performant. Mais ça s'entraîne à l'entraînement. C'est pas du jour au lendemain que je vais aller prendre 20 barres de céréales dans ma poche. Ça se fait de manière progressive. On habitue son transit, on habitue son intestin, on habitue son estomac à consommer ces glucides à l'entraînement. Donc voilà. Donc ouais, j'ai un peu anticipé, mais c'est l'idée. Aujourd'hui, on dit que la règle, c'est de consommer autour de 100 grammes de glucides par heure pour performer de manière optimale. Si votre corps ne les supporte pas, ce n'est pas grave. Tentez avec 50. Si ça passe avec 50, tentez avec 60. Si ça passe avec 60, augmentez progressivement. Mais c'est un processus comme l'entraînement qui est progressif. N'y allez pas comme un bourrin du jour au lendemain. La seule chose que vous allez faire, si vous testez le jour de la course 100 grammes par heure sans l'avoir testé en amont, la seule chose que vous allez faire, c'est que vous allez vomir sur le bord de la route, comme je l'ai fait si souvent. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Entraînez ça pendant longtemps. Entraînez votre corps pendant longtemps et y allez de manière progressive. Tac, voilà. Nanana. Ok, bon, là, on va parler des sports de force, donc ça ne vous concerne pas. On passe. Oui, juste le point protéines. Protéines, important. Il y a ce qu'on appelle une fenêtre métabolique ou fenêtre anabolique selon les auteurs. Directement après un effort physique, vous allez avoir des hormones qui vont être sécrétées dans votre organisme de manière accrue par rapport à d'habitude. Testostérone, GH, hormone de croissance. Testostérone, hormone de croissance, insuline. Qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que dans les 30 minutes après un effort intense ou un effort d'endurance, vous allez avoir ces 3 hormones qui vont se balader dans votre sang. Et c'est super important de le savoir parce que la testostérone et l'hormone de croissance dans votre sang, si vous consommez des protéines à ce moment-là, directement, les protéines vont servir à reconstruire du muscle.
L'insuline, c'est ce qui va permettre de capter le sucre du sang et de le mettre sous forme de glycogène dans les muscles. Donc, si vous consommez des protéines et des glucides directement après votre séance, vous serez sûr que ce ne sera pas stocké en graisse, ce sera stocké comme énergie ou ce sera stocké comme muscle. Donc, intéressant de prendre des protéines et des glucides directement en post-séance. Ok. Bon, ça s'intéressait plutôt à mes M2. Voilà, il faut juste comprendre que l'entraînement, il est individuel, il est individualisable et il est propre à chacun. On a tous une vie différente, hygiène différente, santé différente, environnement différent, génétique différente, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que votre voisin sur Strava va s'entraîner 15 heures d'entraînement et que lui, ça le fait progresser, que vous devez vous entraîner de la même manière pour progresser. On est différent, on s'entraîne différemment. L'entraînement doit s'adapter à un individu en particulier, à un contexte en particulier et à un individu en particulier. Vous pouvez avoir deux athlètes qui ont un niveau extrêmement similaire et qui s'entraînent de manière complètement opposée. Est-ce que j'ai des exemples dans le club comme ça? Enfin, qui s'entraînent de manière complètement opposée, oui, et qui ont un niveau similaire. Un exemple me vient en tête. Je pense qu'aujourd'hui, si vous faites un test VMA entre Samuel et Ethan, je pense qu'on a la même VMA. Pourtant, vous avez Samuel qui s'entraîne énormément et Ethan qui n'en branle pas une. Donc, vous pouvez voir que l'entraînement, il est aussi individuel. Voilà. Donc, les bases de la récupération, j'en ai parlé. Nutrition, hydratation, sommeil. C'est les bases de votre récupération. Je vous l'ai dit. Pour ce qui est de massage, relaxation, pour ce qui est de massage, chaussettes de compression et tout, on est sur quelque chose de superflu, ou en tout cas de pas forcément fondamental. Et pour ce qui est en fait, voilà, votre haut de la pyramide, c'est superflu, c'est pas forcément hyper important. Le bas de la pyramide, soyez intransigeant avec ça, mais ne négligez pas non plus votre bien-être mental. Tac. Je vérifie juste ma batterie, j'ai une information. Ok, ça va le faire. Ça va le faire. Ok. Du coup, le haut de la pyramide, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment utile, si je maîtrise le bas de ma pyramide, de maintenant optimiser ma récupération en venant mettre des chaussettes de compression, en venant faire de la cryothérapie, des étirements, du pistolet de massage, etc. Des bains froids. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ont investi dans des chaussettes de compression, dans les pistolets de massage et tout. Peut-être que je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, on va étudier ce que nous dit la science. Dans 10 minutes, je fais juste une petite pause de 30 secondes juste pour que j'aille chercher mon chargeur. Tac. Alors, bon, là, c'est tout petit, mais c'est juste de comprendre. Je vais vous expliquer. Ce qui est de la couleur verte, c'est des études qui n'ont pas mis en évidence de bénéfices d'utiliser ces méthodes de récupération. Ce qui est en jaune, c'est que ces méthodes de récupération présentent un intérêt et ce qui est en rouge présente un désintérêt. En fait, on le voit, je vois super mal, je n'ai pas mes lunettes. Tout ce qui est compression, tout ce qui est bain à différentes températures, etc. La couleur prépondérante, la couleur majoritaire, ça reste le vert. Donc, dans l'immense majorité des études, on montre que ces méthodes de récupération ne présentent en réalité pas de grands intérêts. Peut-être que c'est placebo. Le placebo, bon, si vous ne savez pas que c'est placebo, ça fonctionne. Mais voilà, en tout cas, on n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire. C'est clairement moins important que d'accorder de l'importance à sa récupération, à sa nutrition et à son sommeil. Voilà. Là, c'est quoi? Oui, cold water immersion. Pour ce qui est du froid, putain, c'est vraiment important cette page-là. Cold water immersion, c'est l'immersion en bain froid. Je vais même vous dire que c'est délétère en fait. C'est comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et c'est pour ça que j'ai tout rédigé à droite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si j'expose mon corps à du froid ou si je prends un anti-inflammatoire non stéroïdien, ibuprofène, ou si je me mets juste dans un bain froid, vous allez empêcher l'inflammation. Ça va avoir un rôle anti-inflammatoire
à court terme, vous allez vous dire c'est cool, j'ai moins mal. Mais en fait, si vous empêchez l'inflammation, vous allez altérer la réaction, la réponse immunitaire. Toutes les molécules de la réponse immunitaire, leur fonctionnement va être altéré. Du coup, pas de réponse immunitaire dit pas de récupération. Il n'y a rien qui est mobilisé comme molécule pour récupérer, pour régénérer mon muscle. Mon muscle régénère mal. Ma blessure va mettre plus de temps à cicatriser. Si vous vous mettez le soir dans un bain froid après un entraînement, vous pouvez être sûr que la récupération, la douleur va être moins longue. C'est un antidouleur, c'est un anti-inflammatoire, mais au niveau moléculaire, au niveau cellulaire, au niveau musculaire, en réalité, la récupération sera plus longue. Et je vais même vous dire autre chose. Non seulement la récupération sera plus longue, mais en plus de ça, si vous utilisez le bain froid comme un antidouleur ou si vous utilisez directement des antidouleurs, vous allez masquer une douleur. Vous allez vous dire, ah bah tiens, j'ai plus mal, le lendemain, je vais courir dessus. Vous courez sur une douleur sans même vous en rendre compte. Et ben, vous allez aussi risquer d'amplifier cette blessure sans même vous en rendre compte. Donc, ce que j'ai préconisé l'an passé à l'INSEP aux athlètes qui préparaient les JO, si vous êtes course par étape du Tour de France, par exemple, j'ai une étape tous les jours pendant 21 jours. Mon objectif, ce n'est pas de régénérer du muscle, ce n'est pas de reconstruire mon muscle plus fort. Mon objectif, c'est de ne pas avoir mal le lendemain, c'est de repartir le lendemain, d'être le lendemain sans avoir mal au guibole. Le bain froid est important si je suis dans une logique où je veux ne pas avoir mal le lendemain. Si je suis en amont de mes compétitions et que ma logique, c'est je veux progresser, je veux ne pas me blesser et je veux régénérer un muscle plus fort qu'il ne l'était avant, là, je vous interdis le bain froid. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais par contre, si vous enchaînez les efforts et les compétitions, bain froid est intéressant. Si vous voulez que votre muscle se régénère vite et se régénère plus fort, vous allez devoir, il sera nécessaire qu'il y ait une inflammation pour que le muscle se régénère plus fort, se reconstruise plus fort. Voilà. Tac. Bon, les étirements, je vous laisse la page. Ça fait vraiment débat. Si vous manquez de mobilité, si en natation, vous manquez de laxité au niveau des épaules, ça va réduire votre mouvement. Vous n'allez pas être performant. Si vous avez une mobilité suffisante, l'étirement n'est pas utile dans une logique de récupération et de performance. Mais si ça vous fait du bien, j'ai envie de vous dire, continuez parce que c'est important aussi de se sentir bien. Je vous mets juste, tac, j'ai pas beaucoup de batterie. Je vous fais juste cette page et je vous laisserai juste 30 secondes le temps d'aller chercher un chargeur. Je suis désolé, mais ce sera vraiment 30 secondes. Donc, pour résumer, la base de la base, c'est d'accorder de l'importance à sa nutrition, à son hydratation et à son sommeil. Importance aussi à votre santé mentale. Essayez de ne pas vous isoler. Gardez du lien social. C'est pour ça que l'entraînement, ce n'est pas forcément optimal en termes d'individualisation parce que vous allez faire un entraînement qui va s'adresser à tout le monde, mais c'est important de garder des séances club, forcément, au moins un minima pour cette stimulation et pour ce lien social. Donc, nutrition, hydratation, sommeil. Salut Dominique. Relaxation, important. Et pour tout ce qui est autre, pour tout le reste, on va dire qu'on est sur quelque chose de moins fondamental. Je vous laisse juste 30 secondes. Pam, le temps de chercher un chargeur. Et oui, juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y réfléchir. Désolé. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. On va dire que non. N'hésitez pas. Il y a peut-être un message.
Camille Terroir. Camille. Est-il nécessaire d'ajouter dans ton alimentation à l'effort sodium électrolyte? Je n'ai pas la suite de la question. Sodium électrolyte, être. Bon, bah, on va déjà répondre à ça. Pour ce qui est du sodium des électrolytes, en fait, les électrolytes, c'est quoi? C'est sodium, potassium, magnésium, calcium. Si vous faites un effort sous chaleur, vous allez, on va dire, vous allez avoir de la sudation, des pertes sudorales. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la sueur? Il va y avoir de l'eau, tout simplement, mais il va y avoir aussi des sels minéraux. C'est-à-dire, globalement, ce que vous allez perdre, c'est tout ce qui est, je vous ai décrit précédemment, les électrolytes. Pour compenser ces pertes sudorales, il faut apporter des électrolytes, rajouter des électrolytes dans votre eau. Attention, un déséquilibre hydroélectrolytique en eau entre le rapport eau-électrolyte, s'il n'y en a pas assez, c'est mauvais signe, c'est mauvais. Vous allez cramper, vous allez être déshydraté, c'est très mauvais. Par contre, si vous avez trop d'électrolytes, ça crée aussi un déséquilibre hydroélectrolytique, qui est une modification du pH qui fait que ce n'est pas forcément judicieux d'apporter des électrolytes dans certaines conditions. Dans des conditions sèches, la sudation est bon, déjà la sudation c'est quelque chose de vachement individuel. Mais si vous savez que vous transpirez peu et qu'on est dans des conditions sèches, apporter des électrolytes peut générer autant de dommages que de ne pas en apporter dans des conditions où la transpiration est importante. Si vous êtes en conditions chaudes, là c'est par contre hyper important et même fondamental d'apporter des électrolytes car tout simplement, dans la sudation, vous allez en perdre. Donc, en fait, c'est une question vachement compliquée à répondre car ça dépend d'une personne, ça dépend d'un contexte. Avoir pas assez d'électrolytes, c'est mauvais. Avoir trop d'électrolytes, c'est mauvais aussi. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une règle universelle. C'est individuel. Et attention aussi, je suis beaucoup moins connaisseur, donc je n'ai pas envie de parler de quelque chose que je ne connais pas, mais tous les apports électrolytiques que l'on trouve dans le commerce ne sont pas dosés de la même manière et il y en a certains qui sont mal dosés, donc essayez de vous renseigner déjà. Tac, tac, tac. Est-ce que ça peut nous intéresser ça? On va dire que oui. Pour que vous fassiez votre plan d'entraînement, il faut vraiment que ce soit adapté à vous, à vos particularités. N'allez pas choper un plan d'entraînement avec ChatGPT, n'allez pas choper un plan d'entraînement directement sur le net. Ça ne vous connaîtra pas. Ça ne connaîtra pas vos caractéristiques individuelles, votre génétique, votre alimentation du quotidien, votre rythme de sommeil, votre rythme de travail, votre motivation, etc. Un plan s'adresse à une personne individuelle. Un plan s'adresse à une discipline spécifique. N'allez pas prendre un plan d'entraînement marathon pour préparer un Ironman. Certes, ça finit par un Ironman, mais ce n'est pas la même discipline. N'allez pas faire le volume conseillé pour un plan Ironman si vous préparez un triathlon S. Pareil, la répartition des intensités ne sera pas la même. Donc, un plan d'entraînement s'adresse à une individualité et à une discipline spécifique. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire un plan qui maintienne le plaisir à l'entraînement. Et voilà, soyez progressif aussi pour ne pas vous blesser, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je ne vais pas les énumérer, ça va prendre du temps et je n'ai pas envie qu'on y passe 3 heures ce soir. Mais en tout cas, voilà, c'est multifactoriel, toutes les informations à connaître pour adapter l'entraînement. Ne recopiez pas l'entraînement du voisin. Ne recopiez pas un entraînement qui a marché chez quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas cette personne. Qu'est-ce que l'on doit savoir d'autre? Important. Volume d'entraînement actuel et passé, hyper important. Comme je vous l'ai dit, ça rejoint la notion de progressivité. Si vous vous entraîniez 3 heures par semaine, que vous devez faire un Ironman dans 2 mois, certes, il va falloir s'entraîner beaucoup. Mais à un moment, il faut se dire, si je m'entraîne de 3 heures à 20 heures par semaine, d'une semaine à l'autre, vous n'allez même pas voir la ligne de départ de votre Ironman. Vous ne verrez pas la ligne d'arrivée, vous ne verrez même pas la ligne de départ, vous allez vous blesser avant. Soyez progressif. Il est plus important ce cheminement de progressivité pour atteindre son objectif que de viser le volume d'entraînement parfait et de risquer de se blesser.
Voilà, soyez progressif, s'il vous plaît, dans la gestion de votre entraînement, dans le volume de votre entraînement. Aujourd'hui, on a des outils numériques qui sont géniaux. On a Strava, on a Garmin, on a Nolio, on a plein d'outils qui nous mesurent notre nombre d'heures d'entraînement. Donc, utilisez-les et soyez progressifs. Donc voilà, bon, ça c'est ce que j'envoie à des athlètes juste pour vous donner une idée du nombre d'informations qui est nécessaire. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Voilà, l'entraînement, il doit être individuel. Bref, ça c'est juste pour nous dire qu'il y a beaucoup d'athlètes, même à très très haut niveau, qui sont dans un sale état psychologique, mais la notion de santé mentale, on va dire que ce n'est pas la thématique du jour. Ok. Du coup, ça va nous intéresser. Quels outils peuvent vous aider pour créer vos plans d'entraînement? Aujourd'hui, on a des super plateformes qui vont non seulement mesurer votre volume d'entraînement, mais qui vont mesurer aussi Resalutarec, qui vont aussi mesurer votre charge d'entraînement. Charge d'entraînement, qu'est-ce que c'est? C'est un calcul qui permet d'évaluer la contrainte totale générée par un entraînement sur votre corps. Qu'est-ce qu'elle calcule? À la fois le volume d'entraînement et l'intensité de l'entraînement. Vous comprenez bien que m'entraîner 3 heures à basse intensité n'est pas équivalent pour mon organisme à m'entraîner 3 heures à haute intensité. Donc, ces modèles de charge d'entraînement, ces modèles mesurent la charge d'entraînement, donc permettent de comparer des séances entre elles qui n'ont pas le même volume, qui n'ont pas la même intensité. Bref, utilisez aussi ces indicateurs pour être progressif. Si vous vous entraînez 10 heures à basse intensité une semaine et que vous voulez vous entraîner 11 heures, mais que à très haute intensité la semaine d'après, ce n'est pas progressif. Vous aurez beau passer de 10 à 11, mais vous aurez changé quelque chose de rang, c'est-à-dire que vous allez passer de basse intensité à haute intensité, vous allez vous blesser. Donc voilà, soyez progressif dans le volume et dans l'intensité de l'entraînement. Et on a des super outils. Directement sur ces plateformes, vous trouverez des super outils. Tac. Tac. Question, je crois que c'était Romain qui m'a posé la question, ou François, je ne sais plus. Comment savoir que j'ai récupéré fréquence cardiaque? Encore mieux que la fréquence cardiaque, parce que la fréquence cardiaque, elle a des limites. La variabilité de la fréquence cardiaque. C'est, est-ce que c'est mon outil préféré? Ouais, je pense que c'est mon outil préféré. Variabilité de la fréquence cardiaque, hyper utile pour vérifier que vous avez correctement récupéré. La glycémie, vous n'avez pas tous de lecteur de glycémie, mais en tout cas, ce que vous pouvez tout simplement voir, des marqueurs urinaires, la couleur de vos urines, la fréquence cardiaque. Si j'ai une fréquence cardiaque qui est largement surélevée par rapport à d'habitude, c'est très mauvais signe. Ne vous entraînez pas. Si vous avez des urines jaunes, voire orangées, comme on l'a en bas de la charte urinaire, ne vous entraînez pas. Si vous avez une très grosse variation de poids, un plus 3 kg, vous ne perdez pas 3 kg avec un entraînement. Si vous perdez 3 kg, c'est qu'en fait, vous n'avez juste plus de stock de glycogène et que vous êtes déshydraté. Donc, ne vous entraînez pas. Donc, voilà les différents indicateurs, en plus, bien sûr, de votre ressenti subjectif, mais des différents indicateurs qui pourront vous aider. Est-ce que c'est clair? Peut-on détailler la VFC, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, la VFC, pour faire simple, VFC, variabilité de la fréquence cardiaque. Vous pouvez retrouver le terme HRV. C'est limite HRV que l'on voit le plus parce qu'il y a un anglicisme aujourd'hui dans les sciences du sport, Heart Rate Variability. Qu'est-ce que c'est tout simplement? Votre cœur, imaginez au repos, en moyenne, il bat à 60 battements par minute. C'est-à-dire qu'en moyenne, il bat une fois par seconde. Il y a 60 secondes dans une minute, je pense que vous maîtrisez ça. Il y a 60 battements cardiaques par minute, c'est-à-dire qu'en moyenne, toutes les 1 seconde, mon cœur y bat. Pam, 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 une fois par seconde. Mais en réalité, mon cœur ne bat pas une fois par seconde. Il peut battre une fois toutes les 0,8 secondes ou une fois toutes les 1 seconde 2, puis une fois toutes les 0 secondes 7, puis une fois toutes les 1 seconde 3. Et en moyenne, ça fait qu'il a battu qui bat en moyenne une fois par seconde. Mais en réalité, il ne bat pas réellement une fois par seconde. Et ces variations dans les écarts entre mes battements, c'est ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus cette variabilité, plus cette variation
est grande, meilleur signe c'est. Plus ma variabilité de la fréquence cardiaque est élevée, meilleur je suis en condition physique. Pour faire tout simple, qu'est-ce que cela veut dire en réalité sur le plan physio? Si mon cœur bat tout le temps de la même manière, de manière régulière, c'est un cœur qui est fatigué et qui n'est pas capable de s'adapter aux signaux extérieurs. Si je me mets dans mon lit, c'est un cœur qui aura du mal à redescendre. Si directement je commence une activité physique, c'est un cœur qui aura du mal à monter. C'est un cœur fatigué, sa variabilité cardiaque n'est pas importante. Si mon cœur, il bat certes aussi à 60 battements par minute, mais qui bat de manière avec des variabilités cardiaques importantes, c'est un cœur qui est en forme, c'est-à-dire qu'il est capable de réagir à tous mes signaux, que ce soit des signaux inhibiteurs ou que ce soit des signaux excitateurs. C'est bon signe. Comment mesurer sa variabilité de la fréquence cardiaque? Certaines montres le mesurent pendant la nuit directement. Fiabilité, je ne sais pas. Je n'ai pas vu l'étude là-dessus. Mais ce qui est le plus fiable et ce qui est utilisé, ce qu'on a fait utiliser à l'INSEP, c'est Elite HRV. C'est une application 5 minutes de cardio-fréquence-mètre au matin. Mais on a tous un travail, c'est peut-être contraignant. Donc, peut-être que la montre, c'est efficace et qu'il n'y a pas besoin de faire ça tous les matins. En tout cas, plus votre HRV est élevé, meilleur signe c'est, meilleur vous serez à l'entraînement en général. Est-ce que, je crois que c'était Romain, est-ce que c'est clair ou n'hésite pas à me dire aussi dans le chat et je passe à la slide suivante. Tac. Psychologie, on va dire que ce n'est pas le thème du jour, mais voilà, essayez de garder à minima du lien social, en parler à des psychologues, à des préparateurs mentaux, si jamais vous voyez que vous avez du mal à trouver un équilibre entre votre vie sportive, votre vie sociale, votre vie professionnelle. Ok, dernier point du jour. Combien de temps je voulais faire maximum jusqu'à 19h30? On est bon. Ok, je pense qu'on est bien. On est bien. Tac. Je vérifie juste. Ok, Romain, tu ne m'as pas répondu, c'est pas grave. Tu me dis si c'est pas compris par contre. Ok. Super, Romain. Très bien. Ok, du coup, concrètement, comment je planifie mon plan d'entraînement? Comment vous êtes là, ça va être les fêtes, ça va être la coupure, très bien. Vous faites déjà votre liste de courses pour l'an prochain. Comment vous faites votre plan d'entraînement? Est-ce que si ta VFC est très importante le matin d'une course, tu vas viser plus haute? Tu vas viser plus haute que ton objectif du jour en compétition? Je ne sais rien. Ça, en fait, je pense que c'est un risque à prendre. Ça, c'est à toi de voir. Après, j'ai envie de te dire que c'est un risque qui n'est pas à prendre le jour d'une compétition d'importance, parce qu'en fait, c'est vraiment multifactoriel. Tu auras beau avoir ta VFC qui sera haute, si le jour J, tu t'hydrates mal, tu manges mal, tu ne respectes pas les autres indicateurs, tu es rivé sur le fait que ta VFC au matin était élevée, c'est un coup à se fracasser et à être déprimé parce que ta course importante, tu l'as ratée. Sur une course importante, je pense que, surtout toi, François, que j'entraîne, je pense que je t'engueulerai si tu pars trop vite. Donc, respecte le plan. Par contre, si c'est une course secondaire, que tu as envie de te faire kiffer et de voir où vont tes sensations, là, c'est bien. Mais en réalité, le jour d'une course importante, on essaie de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Mais en tout cas, à l'entraînement, très bon indicateur. Si vous hésitez entre aller à la séance d'Hervé le soir ou aller à la séance de natation, si votre VFC est élevé, allez à la séance d'Hervé. Si vous voyez que vous êtes fatigué, allez à la séance de natation. Voilà. Dans tous les cas, entraînez-vous. Non, si vous êtes trop fatigué, vous n'entraînez pas. Donc voilà. Je vous ai déjà mis cette pyramide, mais ça, c'est mon auteur préféré. Donc, on n'a jamais assez de Stephen Seiler dans la vie. Donc voilà. Fréquence, volume d'entraînement, intensité d'entraînement, c'est la base. Super bouquin. Je pense que c'est... Ouais, je pense qu'en course à pied, on n'a pas fait mieux et pourtant, ça va avoir... Bon, là, c'était la réédition, mais on va dire que ce premier bouquin, il doit avoir 15 ans. Jack Daniels, ancien patatonien olympique qui a aussi entraîné des coureurs à pied olympiques. Grande référence dans le monde de l'entraînement, grande référence en physiologie de l'entraînement. Achetez ce bouquin. Vraiment, c'est pour Noël, si vous ne savez pas quoi avoir, demandez ce bouquin, c'est vraiment une bible. Et quel est, selon Jack Daniels, en plus il a un nom marrant, quel est selon Jack Daniels les bases de l'entraînement?
individualisation, progressivité, spécificité, récupération. On a tout vu de ça, sauf la spécificité. Il faut comprendre que si je prépare un Ironman, les allures sur lesquelles je vais faire mes séances spécifiques ne seront pas les mêmes que si je prépare un 10K. Mais par contre, si votre plan d'entraînement est suffisamment long, n'hésitez pas à balayer pendant votre saison toutes les allures. C'est intéressant aussi. Par contre, quand vous rentrez à un mois et demi de la course importante, faire de la VMA pour faire un Ironman, c'est plus forcément utile. Faire de l'endurance fondamentale et uniquement de l'endurance fondamentale si vous préparez un 5 km sur route, c'est plus forcément optimal. Voilà. Spécificité aussi dans vos séances. Ok, ça, on va dire que pour vulgariser, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans le détail, parce que ça commence à être long cette visio, plus vous êtes en amont d'une compétition, plus vous pouvez permettre d'augmenter le volume et l'intensité de vos séances. Quand vous rentrez dans les 2 dernières semaines de compétition, on va ce qu'on appelle faire un affûtage, c'est-à-dire que l'on va diminuer le volume d'entraînement. Je ne suis pas forcément fan de Norbert Krantz. Lui, il dit qu'on continue d'augmenter les intensités à l'approche d'une compétition. Pour moi, on les maintient. On continue de faire de l'allure spécifique à l'approche d'une compétition parce que tout simplement habituer le corps sur le plan mécanique à l'effort qui va être demandé le jour J. Par contre, ce que vous devez être sûr, c'est que vous devez baisser le volume d'entraînement parce qu'il faut arriver quand même avec le plein de fraîcheur le jour J. Donc, voilà, à l'approche d'une compétition, baisser le volume d'entraînement, c'est la base, sinon vous allez être cramé le jour J. Et oui, si vous voyez que vous avez été blessé pendant votre prépa, n'essayez pas de compenser sur les 2 dernières semaines. Ne vous dites pas, il m'a manqué tant d'entraînement, je mets tout dans les 2 dernières semaines. C'est la pire chose à faire. Il est trop tard pour compenser, pour remplacer des séances, il est trop tard. Les 2 dernières semaines, c'est l'affûtage, vous réduisez le volume. Voilà, bon, ça, qu'est-ce qui peut nous intéresser là-dessus? On va dire que c'est le point 4. Dans le point 3 aussi est important. Soyez progressif dans le volume, dans l'intensité. Ne commencez pas tout de suite à mettre un volume énormément si vous n'en avez pas fait pendant l'hiver. Soyez spécifique. Vous pouvez varier les intensités pendant la saison, faire un focus VMA en début de saison, faire un focus seuil après, faire des allures spécifiques après. Mais l'essentiel, c'est que quand je m'approche de mes compétitions, je m'approche de l'allure de course visée. Voilà. Donc, plus j'approche de la compétition, plus j'approche du volume de course visé, plus j'augmente le volume, à l'exception de l'affûtage. Les 2 dernières semaines d'entraînement, je diminue ce volume d'entraînement. Donc oui, la partie droite, c'est ce que je vous ai dit. Les 2 dernières semaines, certains auteurs vont vous dire 10 jours, donc vont vous dire 3 semaines. On va dire qu'on soit tous d'accord. On va dire les 2 dernières semaines, je réduis mon volume d'entraînement. Mais pendant la saison, est-ce que je fais que d'augmenter mon volume d'entraînement continuellement? Là, je passe à gauche. Je ne pense pas. Tout simplement, si vous augmentez, comme nous l'a dit Guillaume, de 10% semaine après semaine, si vous partez à 10 heures d'entraînement dans la semaine et que vous augmentez de 10%, de 10%, de 10%, de 10% sur X semaines jusqu'à S-2 de votre compétition, vous allez finir avec 50 heures d'entraînement, vous allez vous blesser. Donc voilà. Quelle est la technique pour pouvoir assimiler le volume? Une semaine sur 3, une semaine sur 4, une semaine sur 5, réduisez ce volume. Juste une petite semaine qui est light, une petite semaine d'assimilation ou de deload, dans certains articles on parle de deload, pour réduire ce volume d'entraînement, pour pouvoir récupérer et pour pouvoir ne pas faire qu'augmenter, et même psychologiquement se dire que cette semaine elle fait du bien. Donc voilà, n'augmentez pas continuellement votre volume d'entraînement et surtout à l'approche d'une compétition, baissez-le. Baissez-le, ça c'est hyper important. Distribution des intensités, si ça vous intéresse, vous m'enverrez un message. C'est pas fondamental, mais je pourrais vous en parler si vous m'envoyez un message. Mais on va dire que là, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le modèle de distribution des intensités que vous utilisez, la base de la base, c'est la basse intensité. Que vous vous entraîniez 5 heures par semaine ou 20 heures par semaine, la base de la base, c'est m'entraîner à basse intensité.
Que ce soit allouer carrément une séance à l'endurance fondamentale, 2 séances à l'endurance fondamentale, c'est-à-dire aux allures faibles, c'est très bien. Mais même sur les séances intenses, même le Hervé le fait très bien, je le fais, Max le fait très bien aussi. Même quand il y aura des intensités dans la séance, au début de séance et à la fin de séance, je fais quelque chose de soft. Je fais un échauffement tranquille, un retour au calme tranquille, parce que la base de la base, pour faire du volume sans blesser, c'est d'accumuler un gros nombre d'heures d'entraînement à basse intensité. Donc ça, c'est la base. Ça, je pense, François, que je te l'ai pris sur ton olio. Du coup, soyez progressif en termes de volume d'entraînement, en termes de charge d'entraînement. Soyez progressif entre les semaines. Vous voyez, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je monte. 1 semaine, je descends, c'est mon assimilation. Je remonte 3 semaines et là, affûtage, je redescends jusqu'à ma compétition. Donc, soyez progressif, mais accordez-vous aussi des semaines plus light et ne négligez pas l'affûtage. Là, j'ai mis une citation philosophique, en fait, elle est parlante. La plus subtile folie se fait de la plus subtile sagesse. En fait, si vous envisagez des courses complètement folles, des Ironman et tout, peut-être que votre entourage va vous rire au nez. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, que c'est un processus qui se fait dans la sagesse. Il se fait avec progressivité, avec surcharge progressive, avec des semaines d'assimilation, des semaines d'affûtage. On ne se met pas à l'Ironman du jour au lendemain. C'est un processus qui est long terme et qui se fait avec intelligence. Sans intelligence, vous irez nulle part. Donc, concrètement… Il a fait quand même 9h20, enfin moins de 9h20 sur Ironman. Ok, Guillaume, merci. Bon. Ok, bon, du coup, juste ce que je voulais vous dire, c'est que comment ça se concrétise cette gestion de charge d'entraînement? Si je diminue ma charge d'entraînement, c'est la courbe violette. Vous allez voir, en fait, la courbe bleue, c'est le fitness, on va dire, c'est votre condition de physique. Si plus il y a du bleu, plus la vague bleue est importante, plus vous êtes en méforme. Donc là, on se retrouve avec une courbe violette qui va diminuer jusqu'à la compétition. Courbe violette qui diminue jusqu'à la compétition. Et vous voyez que cette forme, elle augmente. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réalisé un affûtage, j'ai diminué la charge d'entraînement, j'ai diminué le volume d'entraînement et ma forme a augmenté. Et on a bien ce phénomène de surcompensation. Malheureusement, j'ai mal géré. C'était pour mon Ironman d'Hambourg. Ça, c'était moi, je me suis mal géré. Ma surcompensation, elle est arrivée le lendemain de la course. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Commencer mon affûtage un jour plus tôt. Ce n'est pas grave. Non, ça, c'était le Frenchman. Ma surcompensation est arrivée le lendemain de la course. C'est pas grave, je prends ma revanche. 3 semaines après, j'ai l'Ironman d'Hambourg. Qu'est-ce que je fais? J'ai 1 semaine pour augmenter ma charge d'entraînement. Donc là, ma condition physique diminue. Et 2 semaines pour baisser la charge d'entraînement, c'est l'affûtage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ma surcompensation arrive le bon jour. Donc, juste ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en approche d'une compétition, je diminue ma charge d'entraînement pour avoir cette surcompensation. Très en amont d'une compétition, j'augmente ma charge d'entraînement. J'augmente ma charge d'entraînement, va induire aussi une augmentation de la fatigue. Mais comme je vous l'ai dit, si la récupération, elle est adaptée, vous aurez ce phénomène de surcompensation. Tac. Soyez progressif entre vos semaines, comme je vous l'ai dit, mais soyez progressif entre vos séances. Imaginons que vous êtes dans un cycle de PMA. Qu'est-ce que c'est que la PMA? On va dire que c'est l'équivalent de la VMA, mais c'est en vélo, c'est pas en course à pied. 1 semaine, je fais un 10 fois, je pense encore que c'est les datas de François. Je pense que, oui, c'est ça, c'est les datas de François. Vous faites un 10 fois 1 minute à PMA, séance type. La semaine d'après, si la séance a été validée, vous vous mettez un 12 fois 1 minute. Si vous vous remettez un 10 fois 1 minute, au final, votre corps, si vous avez récupéré suffisamment, il se sera déjà adapté à cette contrainte. Donc, la deuxième séance ne va pas permettre de progresser. Par contre, si vous augmentez le nombre de reps, si vous faites la même type de séance, mais vous augmentez le nombre de reps, et là, je mets une contrainte nouvelle à mon corps qui va de nouveau s'adapter. Donc, soyez progressif aussi entre vos séances. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, soyez progressif, soyez spécifique à la discipline, à la distance. Soyez de plus en plus spécifique au cours de votre saison. Si vous faites un 5 km sur route, proche de votre compétition, vous allez mettre de l'allure 5K. Si vous faites un Ironman, proche de l'Ironman, vous allez mettre de l'allure Ironman.
mais vous n'allez pas forcément passer 1 an dans votre saison à faire de l'allure Ironman parce que c'est une allure faible, c'est une allure qui va créer donc peu d'adaptation. Donc, très en amont, je peux mettre des allures plus importantes, je peux mettre du seuil, je peux mettre de la VMA. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que progressivement dans la saison, il faut que j'incorpore de l'allure Ironman jusqu'à ce que mon allure spécifique, l'allure Ironman pour ceux qui préparent de l'Ironman, devienne la chose prépondérante dans mon entraînement. J'ai pris l'exemple de l'Ironman, mais ça marche pour tout. L'allure spécifique, l'allure que vous allez rechercher à avoir le jour de la compétition, ça doit être votre dernier cycle d'entraînement. La fin de votre prépa doit être orientée vers votre compétition. Soyez de plus en plus spécifique dans votre saison. Ne commencez pas par vos allures courses en début de saison. Ne finissez pas par des allures qui sont complètement décorrélées de la compétition en approche de la compétition. Soyez de plus en plus spécifique. Voilà, ne faire que de la VMA pour préparer un UTMB, c'est con. Ne faire que des footings pour préparer un 5K, c'est con aussi. Tac. Ouais, dans votre prépa, n'hésitez pas aussi à varier vos séances pour l'aspect psychologique, éviter la lassitude. Varier les intensités peut aussi être très intéressant. Même le fait de travailler du sprint, même le fait de travailler des très très hautes intensités, je le fais le lundi, mais Maxime le fait aussi en natation, c'est intéressant, même pour ceux qui veulent faire un 10 km natation, même pour ceux qui veulent faire du très très long, travailler le court est utile, parce qu'en fait, toutes les filières énergétiques, elles agissent ensemble. Donc, si vous faites du très court, ce n'est pas pour autant que vous allez régresser sur du très long. En plus de ça, si je fais du très court, je gagne en force, je gagne en puissance. J'ai des muscles renforcés, donc j'ai aussi des muscles qui vont aussi me permettre à la fin d'une compétition de répondre encore présent et mon allure ne va pas chuter. Je vais donc améliorer mon économie de course. Je vais aussi me préserver des blessures. Je mets une grosse contrainte sur mon corps. Je fais du sprint en fin de séance. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, il y a une grosse contrainte. Du coup, mon corps va vouloir être adapté à cette contrainte pour moins subir la prochaine fois. Il va s'adapter et se renforcer. J'ai un muscle plus fort. J'ai aussi un muscle qui se blesse moins. Je me blesse moins. Je suis plus assidu à l'entraînement. J'ai une plus grosse fréquence d'entraînement. Je progresse. Et bien sûr aussi, aspect psychologique, le fait de varier les plaisirs. Voilà, donc ça doit s'individualiser. Vous avez plusieurs indicateurs pour suivre votre progression, la charge d'entraînement, directement. En fait, le plus important, c'est les données d'entraînement. Si vous allez plus vite pour les mêmes fréquences cardiaques, si vous êtes plus performant en compétition, c'est les choses les plus importantes. Tout ce qui est test labo, c'est bien sympa, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain. Voilà. Type de séance. Ne regardez pas directement ces valeurs-là. Ça, c'est celle de Sébastien, le président. Du coup, c'est juste des indicateurs. Ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est que toutes les séances, plus la séance est tranquille, plus on peut tenir longtemps à cette intensité. C'est la base. La chose la plus importante qu'il doit y avoir dans vos plans d'entraînement, c'est l'endurance fondamentale. Quel repère j'ai? Là, je vous passe le diapo. Vous voyez que l'endurance fondamentale, si vous voulez être sûr d'être en endurance fondamentale, c'est une allure tranquille que vous pouvez tenir plusieurs heures et à une basse fréquence cardiaque. Bref, vous avez tous vos repères ici. Je ne vais pas passer trop longtemps, mais si vous voulez savoir à quoi correspond chaque intensité, vous avez des repères ici. On a bientôt fini. Voilà. Comment faire évoluer vos séances? Comme je vous l'ai montré avec l'exemple du 10 x 1 à PMA, la semaine d'après, faire du 12 x 1 est tout à fait pertinent. Vous pouvez jouer sur de multiples indicateurs. Le nombre de répétitions, la durée des répétitions, la durée des récupérations, le ratio entre la durée de l'effort et de la récupération. Bref, il y a une multitude d'indicateurs que vous pouvez faire évoluer, mais un conseil, ne faites pas évoluer trop d'indicateurs à la fois. Si je fais un 10 x 1 AVMA, la semaine prochaine, faire un 12 x 1 AVMA est intéressant. Mais si je fais un 12 fois 1 minute AVMA, 30 secondes de récupération, non seulement j'ai augmenté mon nombre de reps, mais en plus, j'ai diminué ma récupération. Est-ce que j'ai vraiment été progressif ou est-ce que j'y suis passé est-ce que j'y étais comme un cingouin de trop faire évoluer ma séance? Potentiellement. Donc, si vous voulez être sûr d'être progressif et qu'il n'y ait pas trop d'écart entre vos séances, vraiment, faites évoluer qu'un seul indicateur. Là, en l'occurrence, j'ai fait évoluer le nombre de reps. Donc, voilà. Faites évoluer vos séances
pour être toujours progressif, pour toujours mettre de la contrainte sur votre corps, pour toujours créer de l'adaptation. Mais ne faites pas voilà, en fait, il faut être progressif, mais pas trop non plus de changements drastiques pour éviter tout risque de fatigue superflue. 1, 2, 3. Ok, bon, il nous reste que ces 3 slides. Juste, est-ce que il y a des séances miracles? Est-ce que m'entraîner sous chaleur ou m'entraîner en altitude est miraculeux? Est-ce que je vous fais le point physio? Pas forcément. Juste, en fait, ce qu'il faut comprendre, pour l'altitude, il y en a plein qui idolâtrent l'altitude, qui se disent « Ah ouais, je vais faire un stage en altitude, ça va me permettre d'être plus performant. » Qu'est-ce qui se passe en altitude? Je suis en O2. Quel que soit où vous soyez sur Terre, il y a 21% de dioxygène dans l'atmosphère. Par contre, si vous êtes en altitude, vous avez une pression barométrique qui est moindre. C'est-à-dire que vous avez moins de molécules qui pèsent sur vous. C'est-à-dire qu'en réalité, vous aurez beau avoir 21% de dioxygène dans l'atmosphère, vous aurez quand même moins de molécules au total. C'est-à-dire que vous aurez quand même moins de disponibilité en dioxygène. J'ai moins de disponibilité en dioxygène, qu'est-ce qui se passe? Mon corps va le détecter. J'ai des récepteurs, barorécepteurs, bon bref, il y a des récepteurs qui vont détecter cette baisse de DO2 et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont alerter. Ils vont alerter mon corps et ce qui va se passer tout simplement, c'est que mon corps, pour compenser, va stimuler la production de globules rouges. Qu'est-ce que les globules rouges? Les globules rouges, c'est ce qui permet tout simplement, pour vulgariser, de transporter le dioxygène jusqu'au sang. J'ai certes moins de disponibilité en dioxygène dans l'air, mais vu que mon corps produit plus de globules rouges, ce que je capte, j'arrive mieux à le faire diffuser. Donc, au final, mon corps s'est adapté. Je redescends en plaine, j'ai plus de globules rouges. Je me dis, c'est super, j'ai plus de globules rouges. Mon O2 va être mieux diffusé. Et en plus de ça, je suis de nouveau en normoxy, je suis de nouveau à basse altitude. Donc, j'ai plus ces problèmes de disponibilité en O2. Donc, il n'y a que des bénéfices. Sauf qu'en réalité, avoir plus de globules rouges, c'est avoir un sang plus visqueux. Vous augmentez ce qu'on appelle l'hématocrite, c'est-à-dire la viscosité du sang. L'hématocrite, c'est le rapport entre la quantité de globules rouges et le plasma sanguin. Donc, vous aurez un sang plus visqueux. Un sang plus visqueux, c'est un sang qui risque de faire du caillot. C'est un sang qui a un volume d'éjection un cœur qui a un volume d'éjection systolique plus compliqué. Le cœur, il arrive moins à faire circuler le sang. Donc, vous aurez certes plus de globules rouges, mais vous aurez un sang qui sera plus visqueux, qui sera moins diffusable facilement vers ces organes. Donc, bénéfice, risque. Est-ce qu'il y a quand même un intérêt d'aller en altitude? Si vous préparez une course en altitude, oui, parce qu'en réalité, vous aurez besoin de vous exposer à une contrainte que vous allez rencontrer le jour de la course. Si vous faites une course au niveau de la mer, bah là, vous aurez un bénéfice qui sera compensé par par un malus. Donc, au final, l'un dans l'autre, il n'y a pas forcément une plus-value à s'exposer à l'altitude. La chaleur, ça a le même effet, augmenter la production de globules rouges, du coup, sang plus visqueux également. Du coup, en réalité, bénéfice, mais malus, ça s'équilibre. Si vous préparez une course sous chaleur, c'est indispensable que vous vous prépariez à la chaleur parce que c'est spécifique à votre compétition. Si vous préparez une course en altitude, c'est indispensable que vous vous prépariez à l'altitude car c'est spécifique à votre compétition. Faire un stage en altitude, si vous faites une course au niveau de la mer, pas forcément fondamental. Et autre chose, c'est un stress nouveau pour l'organisme. Du coup, ça génère aussi de la fatigue accrue. Les premiers jours en altitude, adaptez votre entraînement, entraînez-vous de manière moins intense ou avec un volume d'entraînement plus faible. Donc sur ce, juste pour résumer, il n'y a pas de séance miracle. Il faut privilégier une planification qui est simple, spécifique, progressive. Ça, c'est la base. Faites évoluer vos séances de manière progressive. Respectez les fondamentaux de la récupération, hydratation, sommeil, nutrition. Respectez les fondamentaux de l'entraînement. Soyez progressif, soyez spécifique. Accordez de l'importance à votre volume d'entraînement, à vos intensités d'entraînement. Et normalement, si vous respectez ces bases, si vous accordez suffisamment de récupération à votre corps après un effort physique, si vous écoutez les signaux de votre corps, variabilité de la fréquence cardiaque, couleur des urines, si vous accordez suffisamment de récupération, si vous faites un affûtage avant une course, normalement, vous avez toutes les clés, à minima, pour progresser et pour ne pas vous blesser. Pour battre un record du monde, je ne sais pas, mais à minima, pour faire quelque chose de correct. Tac, je pense que
C'est carrément bon. C'est carrément bon. J'arrête le partage. J'arrête le partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Je pense que oui. Non, j'ai du temps encore. J'ai du temps encore. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. François, pour une course en altitude, il faut arriver plusieurs jours avant. Oui, pour une course en altitude, il faut arriver plusieurs jours avant pour 2 raisons. Déjà, les adaptations au niveau endocrinien et sanguin, enfin au niveau de la production de globules rouges, mettent entre 15 et 21 jours. Donc, si tu veux bénéficier de l'intérêt de l'altitude, il faut arriver entre 2 semaines et 3 semaines en amont. Deuxième intérêt, deuxième raison, si j'arrive pour une course le lendemain, comme je t'ai dit, c'est un stress nouveau pour ton organisme. Du coup, un stimulus, un stress important auquel ton corps n'est pas habitué. Du coup, une fatigue accrue, donc une performance moindre. Si vous préparez une course en altitude, arrivez suffisamment en avance. Malheureusement, on n'est pas les équipes du Tour de France, on n'a pas un budget limité. Donc, je sais que c'est compliqué, mais idéalement, il faudrait arriver entre 2 semaines et 3 semaines en avance et réaliser un affûtage là-bas, en tout cas s'entraîner à basse intensité. Je ne sais pas si tu fais référence à l'Alpe d'Huez, mais effectivement, si tu arrives la veille, peut-être que tu seras performant. Si tu arrives une semaine avant, tu seras sûrement encore plus performant. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je vais vous dire au revoir, mais j'ai encore un peu de temps. Catherine, ceinture cardio et ou capteur de puissance en vélo indispensable. On est dans un autre débat. Cardio, puissance, oui. En fait, je suis désolé Catherine, je ne sais pas quel niveau tu as. Ce sont des outils qui sont très intéressants à condition de savoir les analyser. Si tu arrives, tu synchronises ta séance, tu regardes Strava, tu vois que tu as été à 155 BPM pour 95 watts, est-ce que c'est utile pour toi? Je ne sais pas. Par contre, si une semaine, tu te dis, OK, j'ai été à telle puissance, telle fréquence cardiaque cette semaine-là. La semaine prochaine, je fais une séance du même type. J'ai vu que mon cardio pour la même puissance a diminué. C'est que j'ai progressé. C'est un indicateur intéressant. Pareil, si tu veux planifier tes séances, te dire aujourd'hui, je fais un 10 fois 1 minute à une puissance cible. La semaine prochaine, je fais 12 fois 1 minute à cette même puissance. Si j'ai validé la semaine 1 et que je valide la semaine 2, c'est tout à fait pertinent dans une logique de progressivité et de progression. Donc, c'est intéressant le cardio, c'est intéressant la puissance, à condition de savoir les utiliser. Je pense que si on est débutant et qu'on n'a pas forcément ce regard sur les différents indicateurs, la base de la base, c'est que vous écoutiez votre corps et que vous soyez assidu à l'entraînement. Si vous êtes dans une logique d'optimisation de votre performance, là, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me demander des conseils pour l'analyse des données, mais en tout cas, très utile, mais pas forcément si on débute. C'est Fred, j'ai pris la session de ma femme. Fred. Oui, du coup, Fred, toi, tu as un très bon niveau, donc on commence à accorder de l'importance à ces indicateurs-là. Tu détermines déjà ton différentes puissances. Tu peux faire un. Mais de toute façon, Fred, je vais t'entraîner, donc je te dirai tout ça. Mais test PMA, test 6 minutes, test 20 minutes, test FTP, ça va déterminer plusieurs séances cibles pendant la saison. On va déterminer les puissances avec ces tests-là. On va comparer les puissances. On va voir la corrélation avec les fréquences cardiaques. Si la puissance se maintient pour une fréquence cardiaque plus faible au fur et à mesure des semaines, c'est qu'il y a eu progression. Si la puissance augmente pour une même fréquence cardiaque, c'est qu'il y a eu progression. Donc oui, c'est des outils intéressants. Hervé, comment reprendre l'entraînement après une semaine de vacances sans sport? En fait, toujours avec progressivité. Si tu faisais 20 heures d'entraînement par semaine, que tu passes de 20 heures à 0, tu ne reprends pas à 20 heures la semaine d'après. Mais si tu as un passif d'entraînement suffisamment important, que tu sais, toi, que tu t'entraînes 20 heures par semaine depuis des années, qu'à 20 heures d'entraînement, ton corps il est adapté à ce volume d'entraînement, tu peux te permettre de remettre du volume assez rapidement. Si par contre, tu es quelqu'un qui t'entraîne assez peu, qui coupe complètement, qui a une hygiène de vie déplorable pendant les vacances, je ne parle pas de toi, hein, c'est un exemple, qui a une mauvaise hygiène de vie ses vacances, qui n'a pas accordé d'importance au sommeil, à la nutrition, là, il faudra repartir d'assez bas et de manière progressive. Il n'y a pas de règle universelle, c'est individuel. Si tu as l'habitude d'avoir un gros volume d'entraînement avant, que ton corps l'assimilait bien, tu peux te permettre de remettre du volume rapidement. Si ton corps n'assimilait pas le volume d'entraînement passé, que tu as vraiment fait 0 sport pendant les vacances et que tu as une mauvaise hygiène de vie, il va falloir quasiment repartir de 0
de 0 heure d'entraînement et y aller progressif, 0, 2 heures, 4 heures, etc. Mais voilà, ça dépend de comment tu t'entraînais avant et de ton hygiène de vie ces vacances. Tac. Comment interpréter le fait de tousser après un effort intense? Quelle solution? Alors là, on va rentrer dans un champ que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas médecin du sport. Néanmoins, qu'est-ce que je peux te dire à propos de ça? En vrai, je vais te dire une connerie, donc il faut demander à un médecin du sport, Romain. Mais pour le coup, je pense qu'un effort intense, surtout là dans les conditions froides que l'on a aujourd'hui, c'est pas anodin au niveau des bronches, au niveau alvéolaire, etc. Du coup, je pense que si tu as des stratégies d'adaptation, des stratégies thermiques, prendre un couvre-chef, prendre un tour de cou, etc., et que tu vois que ça te permet de mieux supporter les conditions froides, de moins tousser, je pense que c'est des solutions à envisager. Si tu tousses après chaque effort, là, on rentre peut-être sur quelque chose de pathologique, auquel cas, je n'y connais absolument rien, donc je ne peux pas répondre à ta question, désolé. Voilà, Merci Eric, super. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir m'en parler en message privé sur WhatsApp. Si vous avez fini pour ce soir, je vous remercie pour votre présence. Je crois qu'on a été une vingtaine et ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez appris des trucs. Cool. Merci à vous. Merci d'avoir été si nombreux. Super bien. Merci, bonne fête à tous. Guillaume, ouais, excuse-moi, vas-y. À quitter la réunion. Parfait. Bon, allez, bonne fête à tous. Bon week-end et on se retrouve après les fêtes. Merci d'être venu.